Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, bienvenue dans ce nouveau Meet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Nous allons parler ici de santé. Voilà, des risques liés au métier de développeur. Les risques sanitaires liés au métier de développeur. Alors, c'est un sujet, je dirais, assez généraliste. C'est pas forcément lié au métier de développeur. Toute personne qui travaille en bureau, bien qui a l'habitude de rester assis, c'est un sujet qui peut les intéresser, qui doit les intéresser. Parce que de plus en plus aujourd'hui, nous restons assis. Donc, comme il est de coutume, chaque année, nous avons l'habitude de nous souhaiter des vœux. Donc, on s'est dit dans l'équipe Discutons Dev, pourquoi ne pas choisir un sujet orienté santé pour permettre vraiment de rentrer dans une nouvelle année avec vraiment la santé, quoi. Que de rentrer dans l'année en ayant en fait des séquelles dues peut-être à une mauvaise posture, des trucs comme ça. Donc, c'est pourquoi on a invité quelqu'un, un spécialiste de la santé, quelqu'un qui est dans la santé, afin de nous donner des conseils, bien de nous donner des recommandations, des choses à faire pour mieux, en tout cas, améliorer au fait notre santé, tout simplement. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à... Bon, on me connaît déjà, moi c'est Jacob Gomez, je suis co-organisateur du programme Discutons en Dev et je serai le modérateur de cette séance. Donc, je ne serai pas seul, je serai avec Larissa Sodinou, voilà, notre invité de ce soir, qui va nous aider à comprendre un peu le sujet. Et à la fin, si on a des questions, bien sûr, on a des questions en cours de route, nous allons poser des questions. Alors, Larissa, tu peux te présenter rapidement afin qu'on sache qui tu Ok. es et voilà. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ouais. Moi, c'est Larissa Sodine, comme ça a déjà été dit. Je suis étudiante en 7e année de médecine, donc doctorante en médecine. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler un peu santé du travail pour être plus précise. Et je vous remercie déjà pour votre présence. Et j'espère que ce sera interactif, qu'on pourra échanger, pas seulement de la santé, mais aussi du métier de développeur web, qui n'est pas un domaine auquel je suis forcément bien habituée. Non. Voilà un peu. Ok, merci pour ta présentation. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le sujet. Donc, tu as sûrement quelque chose à nous présenter. Donc, on va dans ta présentation et au fur et à mesure qu'on aura des questions, donc, on te fera signe. Merci. Ok, donc je vais alors partager mon écran avec vous. Ok. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran, oui. Si tu peux aussi zoomer un peu, ça serait intéressant. Ok, Voilà. c'est bon, c'est Oui, mieux? oui. Ok. Donc, sans plus tarder, on va commencer. La présentation qu'on aura aujourd'hui, c'est sur les risques sanitaires liés au métier du développeur web. Je me suis déjà présentée, c'est Larissa Sodine et c'est moi qui aurai l'honneur de vous en parler aujourd'hui. Évidemment, ce sera interactif, donc chaque fois que je vais finir une diapo, je vais vous donner la parole pour exprimer vos préoccupations, vos interrogations, s'il y a des points d'ombre. Ça peut aller? Oui, ça peut. Oui, ça peut. Oui. Ok, super. Donc là, le plan de la présentation est affiché. On va commencer par une introduction, faire des généralités, c'est un plan classique. Définir quelques concepts, donner l'intérêt du sujet, les particularités de la vie du développeur web. Et là, j'espère que vous allez beaucoup m'apprendre parce que moi, j'ai surtout parlé côté santé du mode de vie. Ensuite, en grande 2, on va parler des risques sanitaires, de la prévention et conclure. C'est bon, vous me suivez? Ouais, on te suit. Oui. Oui, nous sommes là. Donc, en introduction, on le sait tous, hein, les métiers du digital aujourd'hui, dont le développement web, sont en pleine expansion dans le monde. Et, comme pour tout métier,
Ce métier n'est pas épargné des maladies professionnelles. C'est vrai, on pourrait juger que les développeurs ne sont pas assez exposés, mais ils sont quand même exposés à des risques, surtout liés à leur mode de vie assez sédentaire. Et ces risques-là seront l'objet de la présentation que je vais faire aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les généralités et définir quelques concepts. Déjà, commencer par la définition du développeur web. C'est une définition assez minimaliste, je vais dire. On peut dire que le développeur fait plus que ça, mais c'est juste une définition pour entrer dans le cadre du sujet. Donc, le développeur web, c'est un professionnel qui conçoit, qui développe et maintient des sites et applications web. C'est essentiellement ça. S'il y a d'autres choses, vous allez faire des apports à la fin de la dia. J'ai également défini les facteurs de risque. Les facteurs de risque, ce sont tous les aspects de la situation de travail qui ont la propriété ou la capacité de causer un dommage. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on se retrouve dans un milieu de travail, même en dehors de la situation de travail, lorsqu'on se retrouve dans un milieu, tous les éléments du milieu qui peuvent causer un effet négatif sur le sujet sont des facteurs de risque. Les risques sanitaires, c'est l'ensemble des menaces potentielles ou réelles, c'est-à-dire les menaces sont visibles ou peuvent survenir, qui peuvent affecter la santé des individus ou des populations. Les risques sanitaires, souvent, sont liés à des facteurs de risque. Ce sont des facteurs de risque qui peuvent entraîner des risques sanitaires. Et quand les risques sont potentiels ou réels, c'est-à-dire qu'ils peuvent survenir comme ils peuvent ne pas survenir, tout dépend de l'ergonomie du milieu qu'on va définir tout à l'heure. D'accord? Oui, c'est compris. OK. Maintenant, quand le risque survient, il donne une maladie professionnelle. Donc, nous allons définir la maladie professionnelle. La maladie professionnelle, c'est d'abord une maladie, donc une altération de l'état de santé, qui est la conséquence directe de l'exposition d'un travailleur à un risque. Le risque peut être physique, chimique ou biologique, ou résulter des conditions de travail du sujet. Donc, c'est ça la maladie professionnelle. J'ai parlé de l'ergonomie tout à l'heure. L'ergonomie, c'est l'adaptation d'un environnement de travail aux besoins de l'utilisateur. Chaque travailleur se retrouve dans un milieu pour travailler, que ce soit en entreprise ou en télétravail. Le travail se retrouve dans un milieu, il a un bureau, il y a de quoi aérer la salle, son siège, son outil de travail. L'ergonomie consiste à adapter tout ça pour qu'il n'y ait pas de nuisances sur la santé du travailleur à cause de son environnement de travail. Donc, c'est essentiellement ça. Enfin, pour finir avec les définitions, nous allons définir la prévention. La prévention, c'est l'ensemble des mesures techniques, psychologiques et organisationnelles susceptibles de réduire le risque pour tous les opérateurs. La prévention, c'est différent de la protection. La prévention, c'est des mesures collectives qu'on met en place pour tous les sujets afin de les protéger dans un environnement donné. Mais la protection est individuelle, c'est-à-dire que chaque individu se protège. Par exemple, pendant l'épidémie de COVID, quand on venait au travail, on mettait un cache-nez. Ça, c'est une protection. C'est individuel. Mais les mesures de prévention, ça va être quand un travailleur est malade, on va l'isoler pour protéger le reste des malades, se laver, mettre des dispositifs pour que chacun vienne se laver les mains régulièrement. Donc, ça, c'est les mesures de prévention. Et la prévention en santé, on a 3 types essentiellement de prévention. On a un 4e type, mais c'est pas vraiment, on n'en parle pas souvent. Bon, on a 3 types de prévention. La prévention primaire. La prévention primaire, c'est la prévention qu'on met en place pour éviter la survenue de la maladie. Je ne sais pas si vous comprenez. La prévention primaire, c'est tout ce qu'on va faire pour éviter que la maladie ne survienne. La prévention secondaire, c'est lorsque la maladie est déjà là, ce qu'il faut faire pour traiter la maladie, pour éviter que ça évolue vers les complications. Et la prévention tertiaire, c'est essentiellement pour lutter, pour
pour traiter les complications, si je peux dire ça comme ça. Donc, comme ça, je finis avec les définitions. Je vous donne la parole pour les éventuelles questions, les préoccupations et les apports, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous avez des questions déjà sur tout ce qui a été dit comme concept, tout ce qui a été énuméré comme concept? Bon, essayer à définir un peu le métier de développeur. Je pense quand même qu'elle a dit l'essentiel, hein. Il n'y a pas grand-chose à rajouter et tout. Donc, s'il y a des questions, des apports ou bien des trucs, vous pouvez les poser rapidement avant qu'on continue. Ok, il n'y en a pas, donc... ok, c'est bon. Tu peux continuer, Larissa. Oui. Ok, je continue alors. Bon, Donc, sûrement, il y a des questions à faire. oui. Tu peux continuer. Sûrement, il y aura des questions à la fin. À la fin, ok. D'accord. Donc, la deuxième partie des généralités, c'est l'intérêt de ce sujet dont on parle. L'intérêt est épidémiologique, c'est-à-dire quoi? Les maladies professionnelles sont fréquentes. On n'en parle pas beaucoup, mais elles sont fréquentes et elles sont ignorées. C'est-à-dire, quand quelqu'un a une maladie professionnelle, il peut se dire que ce n'est pas forcément à cause de ça. Il ne sait pas que c'est à cause de sa profession qu'il développe cette maladie-là. Donc, on en souffre beaucoup, mais on n'en parle pas parce qu'on ne le connaît pas. Non seulement ça, le secteur de développement web est en pleine croissance aujourd'hui. D'après les données, c'est 6,7% de croissance chaque année depuis 2020. Donc, il y en a suffisamment. Et c'est important d'informer sur les maladies auxquelles les développeurs web sont exposés, surtout que avant, les développeurs travaillaient beaucoup plus en freelance, mais maintenant, il y a des entreprises qui recrutent et tout ça, et les développeurs sont beaucoup plus exposés. Donc, ça, c'est le premier intérêt du sujet. L'autre intérêt, c'est le mode de vie sédentaire du développeur. La sédentarité qui est un gros facteur de risque cardiovasculaire. La sédentarité va aboutir à l'obésité qui va être le lit pour plusieurs maladies chroniques. C'est ça le principal risque contre lequel il faut lutter chez le développeur. C'est l'un des intérêts de ce sujet-là. Le dernier intérêt réside dans la prévention. La prévention, c'est le meilleur traitement. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, on en parle pour que vous soyez avisés et que vous ne tombiez pas dans la maladie de la prévention secondaire, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est tout pour l'intérêt du sujet. Je peux continuer ou vous avez des préoccupations? Ouais, tu peux continuer. Je pense que s'il y a des préoccupations, ils vont mettre ça dans le chat. Ok. D'accord. Le dernier point des généralités, c'est les particularités de la vie du développeur web. Et j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. C'est surtout le mode de vie sédentaire. Le développement web, c'est un travail d'intérieur. C'est pas un travail où il faut se déplacer, bouger, aller vers les gens. Non, c'est un travail d'intérieur. Et ça favorise la sédentarité et une mauvaise alimentation. Les développeurs web sont beaucoup exposés au clignotage. Parce que tout au long de la journée, il faut rester devant un écran, essayer de concevoir et tout ça. Donc, c'est surtout ça, là, les particularités de la vie du développeur en milieu de travail. Il y a aussi le stress quotidien, le stress qui est lié aux défis professionnels, à l'exigence des clients, à l'exigence du métier, parce qu'il faut se mettre à jour chaque fois avec les nouvelles évolutions. Et la dernière particularité de la vie du développeur web, c'est l'exposition prolongée aux écrans. L'exposition prolongée aux écrans qui peut être source de plusieurs nuisances, des nuisances surtout oculaires et mentales, essentiellement. Donc, c'est un peu ça les particularités de la vie du développeur web. Vous êtes beaucoup plus aguerri sur le sujet que moi. S'il y a d'autres particularités que vous voudriez bien partager, je suis ouverte. Bon, par rapport à la question de grignotage, bah, oui, nouvelle. J'en connais qui sont
Wow. Comme tu l'as dit, le grignotage, c'est vraiment, je vais dire, le nœud, parce que le fait de rester assis à tout moment, Oui, on n'est pas ça donne motivé. l'occasion à ce qu'on puisse grignoter au lieu de se lever, peut-être d'aller cuisiner un repas correct. Or, c'est ça qui Ok. favorise en fait le surpoids à Gojanda. Oui, Parce que, étant donné que tu ne bouges pas pour aller préparer, mais que tu as le repas après de toi et que un, deux, tu envoies, un, deux, tu envoies. Il y a ça qui favorise le grignotage. Mais parfois, moi, je exactement. me dis, il y a aussi le stress. Bon, moi, je le dis parfois à certaines personnes que le stress fait grossir. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le cas parfois? Euh, oui, face au stress, chacun développe son mécanisme de défense. Il y a certains qui vont s'affamer, il y a d'autres qui vont aller trouver un refuge dans la nourriture. Ceux qui s'affament aussi trouvent un refuge dans autre chose, évidemment. Mais certains, leur refuge, c'est la nourriture. Donc, le stress peut effectivement faire grossir. Euh, donc, voilà. Bon, j'ai Non un nouvel seulement, argument. non seulement le refuge dans la nourriture, mais tous les problèmes digestifs qui peuvent résulter du stress chronique peuvent favoriser le surpoids et l'obésité. Donc, c'est un peu ça. C'est bon? Il y a, Ok. Je l'écoute alors. Euh, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'aimerais aborder peut-être certains points concernant ce que je peux, enfin si je peux me permettre d'appeler ça trouble psychologique, parce que il avait parlé de stress, vous avez parlé de stress tout à l'heure. Il Oui, peut y avoir aussi de l'anxiété ou la dépression. Donc, surtout la dépression, oui, parce que quand tu as beaucoup de choses à faire et que tu es toute seule chez toi, tu n'as pas des gens avec qui discuter, parfois relâcher la pression, tu peux te retrouver avec toute facilement. cette stress-là, facilement à être en dépression. Il y Ok, a oui. aussi, oui, tu veux renchérir, c'est ça? Non, ça vient dans la suite en fait. Continue. C'est Ah, bon. ok, ça vient dans la suite. Bon, je peux peut-être m'en arrêter là et peut-être attendre la suite pour voir si tu ne vas pas aborder ces points-là. D'accord. Ok. C'est bon, on peut continuer. oui, je crois que c'est bon, oui. Ok, d'accord. Donc, on va maintenant commencer avec le vrai nœud du sujet, les risques sanitaires. J'ai réparti les risques en trois groupes. C'est vrai qu'il y a deux groupes qui se rejoignent un peu, mais le premier groupe, c'est les risques liés aux conditions ergonomiques. On a parlé tout à l'heure de l'ergonomie, de l'adaptation de l'environnement de travail aux besoins du travailleur, de l'utilisateur. Donc, les risques liés aux conditions ergonomiques, le travailleur, le développeur web est essentiellement exposé aux mauvaises postures de travail à cause des chaises ou des bureaux mal adaptés, le fait de rester assis toute la journée. Également exposé à la manipulation intensive du clavier de la souris qui peut entraîner des troubles au niveau du poignet, dont je vais parler tout à l'heure. Il y a aussi comme exposition le mauvais réglage de la luminosité des écrans et l'exposition prolongée aux écrans. Je vous explique un peu le concept d'exposition. C'est l'exposition qui crée la maladie professionnelle. Ça va si vous comprenez. Sans exposition, il n'y a pas de maladie. Donc, c'est ces expositions-là qui vont découler en maladie professionnelle. Ces expositions, ce sont des risques qui vont favoriser la maladie professionnelle. Donc, face à ces expositions maintenant qui sont liées aux conditions de travail, de l'environnement de travail du développeur web, les maladies qui peuvent survenir sont essentiellement les troubles musculo-squelettiques. Les troubles musculo-squelettiques sont essentiellement dus aux mauvaises postures de travail et aux chaises au bureau mal adaptées. Ces troubles peuvent se manifester par des cervicalgies, c'est-à-dire des douleurs au niveau du cou, de l'arrière du cou, si je peux dire ça comme ça, des dorsalgies, c'est-à-dire des douleurs dans le dos, et les lombalgies, les douleurs dans le bas du dos. Ce sont des troubles fonctionnels, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément lié à la lésion d'un organe, mais surtout lié à la mauvaise hygiène du dos.
mais ça peut découler en des troubles organiques, par exemple des hernies discales, par exemple, lorsque c'est chronique et prolongé. Donc, comme autre maladie professionnelle, nous avons le syndrome du canal carpien. C'est un syndrome qui va se manifester par des douleurs dans le poignet qui vont irradier. Les douleurs vont commencer au niveau du poignet et évoluer vers les doigts. Des sensations anormales dans le doigt, on appelle paresthésie, des picotements, des fourmillements, des sensations de lourdeur dans la main. Tout ça, ça fait partie du syndrome du canal carpien. Et ça résulte de quoi? La manipulation intensive du clavier et de la souris sans des outils ergonomiques adaptés peut faire que vous allez léser. Il y a un canal qui est à la face antérieure. Je ne sais pas si vous maîtrisez. La face antérieure, c'est la face où il y a la paume de la main. Voilà, la face où il y a la paume de la main au niveau du poignet. Il y a un canal qui passe par là, qui contient un nerf. Donc, à force de bouger la main de manière anormale, sans de bonnes conditions ergonomiques, ce nerf peut être lésé et entraîner ces troubles-là qu'on peut ressentir, des douleurs dans le poignet, dans les doigts, des sensations anormales et tout. À part ça, nous avons les tendinites. Les tendinites, ce sont des inflammations des tendons articulaires. Ce sera essentiellement au niveau du coude et au niveau de l'articulation du poignet aussi. Là, ça ne concerne pas les nerfs, mais ça concerne les articulations. Vous savez, les articulations, ce sont des points d'ancrage de plusieurs os. Et ces os-là sont ancrés grâce à des ligaments, à des tendons. Je ne sais pas si vous avez une image de ce que je dis. Peut-être j'aurais dû mettre une image aussi pour vous montrer, ou que je vais partager une image tout à l'heure pour mieux vous montrer ce dont je parle. Donc, ces tendons-là qui relient les os, à force d'être trop sollicités, peuvent être lésés et cela va entraîner une inflammation. L'inflammation va se manifester par la douleur, des gonflements, des rougeurs, une chaleur au niveau de l'articulation. Donc, c'est essentiellement ça. Autre maladie professionnelle qui est liée aux mauvaises conditions ergonomiques, c'est la fatigue oculaire. La fatigue oculaire qui est due à une exposition prolongée aux écrans sans pause, qui va se manifester par une vision moins nette, des visions floues, des visions doubles, des sensations de voile sur les yeux et des céphalées, c'est-à-dire les maux de tête qui sont le plus souvent frontales, mais qui peuvent évoluer et s'étendre à toute la tête et être occipitales également. Frontal, c'est-à-dire le front, le devant. J'espère que vous me suivez, que vous comprenez ce que je dis. Et occipital, c'est le derrière de la tête, la nuque, si je peux dire ça comme ça. C'est bon, vous me suivez? Oui, t'inquiète, on te suit. On te suit. Moi, je te suis. D'accord. Donc, j'ai mis 2 images pour vous montrer à peu près, pour vous illustrer les troubles musculo-squelettiques, les douleurs dans le cou, les cervicalgies et dans le bas du dos, les lombalgies. Ça peut commencer doucement, mais à la longue, ça peut être un vrai handicap pour le travailleur et le bloquer dans ses activités. Donc, c'est essentiellement ça pour les risques liés aux conditions ergonomiques. J'ai fini avec les risques liés aux conditions ergonomiques. Je vais venir au mode de vie. Vous avez des questions par rapport à ça, à tout ce que j'ai dit ou des apports à faire? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport au... Des points d'ombre? Bon, je ne sais pas est-ce que c'est à ce moment on doit poser cette question, mais parfois, lorsqu'on dit, tu as parlé des maux de tête, mais des céphalées au niveau du front et autres. Certaines personnes disent d'aller dormir et de revenir, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut calmer ce genre de trouble à l'instant où on l'a en fait? Bonne question, très bonne question d'ailleurs. Vous savez, les symptômes souvent qu'on ressent, ce qui fait la complexité de la médecine, c'est que un symptôme
peut être lié à plusieurs choses. Si le symptôme est lié à l'exposition chronique ou bien intensive aux écrans et que c'est en train de s'effaler, qu'on va se reposer, qu'on s'éloigne des écrans, c'est-à-dire l'agent d'exposition est enlevé, ça peut calmer les céphalées. Mais si les céphalées que tu ressens en étant exposé aux écrans sont dues à un manque d'alimentation, par exemple, tu es resté devant l'écran, tu n'as pas mangé et tu es en train d'entrer en hypoglycémie, par exemple, tu commences à avoir des céphalées, tu iras te reposer, mais quand tu vas te lever, les céphalées vont persister. Dans ce cas, ce n'est pas forcément lié à l'écran. Mais quand c'est un problème qui est lié aux écrans, aller faire une pause, une activité, même sans se reposer, mais s'éloigner des écrans, retirer l'agent d'exposition peut déjà calmer les céphalées. C'est bon? D'accord, d'accord. Donc, il faut identifier quelle est la cause à peu près, quelle est la cause de ce qu'on a en fait. Exactement. D'accord, c'est bon de mon côté. Moi, j'ai une question. C'est vrai que tout ce que tu as cité, j'ai vécu tout ça. Et c'est vrai que même actuellement, je n'ai pas encore. Je prévois acheter un bon siège, tout ça. Ben, c'est un projet. J'ai déjà vécu tout ce que tu dis. Bon, je pense que je t'en avais déjà parlé. Tu es au courant de. Oui, je suis au courant. Je me rappelle bien. Donc, la question que moi, je m'en vais te poser, c'est vrai que malgré tous les efforts que je fais pour corriger certaines choses, en fait, c'est compliqué en vrai. Parce que, comme tu l'as dit, au fait, d'autres métiers, c'est un métier vraiment, on est déjà un peu plus accro. Tu vois, aujourd'hui, on a du mal à se concentrer. On est tout le temps habitué aux écrans, donc les notifications, tout ça. Donc, on a du mal aujourd'hui à se concentrer. Donc, pour vraiment rentrer dans la concentration, il faut genre 1 heure, voire 2 heures, voire 3 heures, au fait, pour vraiment rentrer dans le flow. Donc, c'est fait que, bon, pour rentrer dans le flow. Donc, le problème, c'est que nous, souvent, on travaille sur des tâches vraiment purement intellectuelles qui nécessitent vraiment des réflexions, ou qui nécessitent vraiment un certain niveau de concentration. Ça fait que, quand on est dans le flow, on a une fonctionnalité à développer, c'est compliqué, genre, après, même quand on a mal, même quand on a des douleurs, moi, ça m'arrive même cette semaine, bon, c'est vrai que je devais, bon, malgré tous les conseils qu'on m'a donnés, ça m'arrive cette semaine, des maux de tête, sincèrement, c'est quand il y a un coup je pense que c'était hier, vendredi, c'est quand il y a un coup je me suis reposé. C'est quand il y a un coup je me suis dit, alléluia, bon, je peux me reposer parce que j'étais sur un sujet qui nécessitait vraiment de l'attention. Et j'avais aussi des délais, je devais aussi livrer ça avant 18h, on finit le boulot à 18h. Donc, dans ce genre de conditions, comment on peut faire? Parce que tu es dans un boulot qui nécessite assez de concentration pour travailler sur des tâches. Donc, tu ne peux pas, genre, même si quand tu as mal, tu ne peux pas dire, bon, je veux me lever, faire des trucs comme ça, parce que tu dois faire le truc, quoi. Dans ce genre, quand on est dans, comment arriver à s'expliquer au fait, c'est un peu ça. Ok, ça, je vais en parler dans les méthodes de prévention, mais je peux déjà te donner un petit aperçu. C'est quelque chose qui cause la douleur. Ce n'est pas le fait simplement que tu sois assis qui fait la douleur, c'est la posture. Donc, il y a des chaises ergonomiques, c'est-à-dire adaptées à la morphologie, qui permettent de maintenir une bonne posture pour travailler, qu'on recommande souvent aux travailleurs qui vont rester assis pendant une longue durée. Il y a aussi des réglages qu'on fait souvent au niveau des écrans. Je pense que tous les appareils doivent avoir ça déjà pour adapter la luminosité, pour que la lumière bleue n'impacte pas au point de commencer à entraîner des céphalées, des troubles visuels et tout ça. Donc, c'est tout tourne autour de ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est des conditions ergonomiques, c'est juste adapter le milieu de travail aux exigences du métier, en fait. Donc, c'est essentiellement ça. Si c'est juste les troubles musculo-squelettiques ou liés aux conditions ergonomiques, c'est essentiellement adapter le milieu de travail aux conditions, aux exigences du métier. Je ne sais pas si tu comprends, si j'ai répondu à ta question. C'est que franchement, pour Antoine, notre métier, il faut vraiment avoir un bon environnement de travail, quoi. Oui, c'est Moi, c'est ce que j'ai compris pour l'instant. Donc, tu peux continuer. Antoine, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Un environnement de travail. Ok. Donc, je continue alors avec le mode de vie, les risques liés au mode de vie. Les principales expositions, on en a beaucoup parlé. Il y a la sédentarité,
les troubles alimentaires, principalement le grignotage, les sauts de repas, les boissons énergisantes pour rester assis pendant des heures, le stress chronique à cause des exigences, des délais vraiment serrés pour le travailleur, des défis professionnels. L'isolement, surtout lorsqu'on est en télétravail, qu'on doit rester devant l'écran pendant des heures, on se retrouve finalement à vivre un isolement social forcé, je dirais, à cause de l'indisponibilité et des exigences. La mauvaise qualité de sommeil à cause des heures supplémentaires. J'ai remarqué que quand on est devant les écrans, on perd facilement la notion du temps. On se retrouve banalement à une heure tardive sans savoir que le temps est passé comme ça. Donc, on fait des heures supplémentaires, involontaires et forcées. La mauvaise qualité de sommeil est également liée à l'absence de séparation entre la vie personnelle et la vie professionnelle en télétravail. C'est en télétravail surtout parce que quand tu es à la maison en train de travailler, c'est facilement de tout mélanger. De ne pas définir de bonnes heures de travail, de savoir qu'à telle heure je finis de travailler, après c'est la vie personnelle. Tout ça peut favoriser une mauvaise qualité de sommeil. Donc les maladies et les risques professionnels qui sont liés à toutes ces expositions-là, premièrement, c'est l'obésité. L'obésité, ce n'est pas proprement une maladie, c'est pourquoi là j'ai ajouté maladie et risques professionnels. Ce n'est pas une maladie, mais c'est une condition qui va faire le lit pour plusieurs maladies. D'accord? Donc, c'est ça le plus gros risque, c'est l'obésité. Ensuite, l'hypotonie musculaire. Les muscles qui ne travaillent pas vont perdre de leur tonus et ça va entraîner une fatigabilité musculaire qui peut à la longue être très, très gênant pour le sujet. Les maladies cardiovasculaires, ça c'est un très gros groupe. C'est vrai que je n'ai pas développé ça là, mais les maladies cardiovasculaires, c'est tout un lot. Déjà, le fait de rester en position assise pendant des heures sans se déplacer, bouger un peu pour favoriser la circulation du sang. Je vais l'expliquer rapidement, ce n'est pas sur la diapo, mais j'espère que vous comprendrez. Ça va ralentir la circulation du sang et le sang qui ne circule pas bien va former des caillots. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces caillots-là vont créer ce qu'on appelle une thrombose veineuse. Donc, les caillots vont se bloquer, c'est surtout au niveau des jambes parce que quand on est assis, ce sont les jambes qui ne bougent pas. Dans les caillots, le sang là ne circule pas, va favoriser la formation des caillots qui vont bloquer la circulation du sang et entraîner une thrombose qui est une maladie très grave. La thrombose peut se compliquer d'embolie pulmonaire et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas trop développer ici. Les autres maladies cardiovasculaires qui sont liées au mode de vie, c'est l'hypertension artérielle. Parce que aujourd'hui, on remarque, on le sait, on entend partout, il y a beaucoup de jeunes qui font des AVC, on se demande qu'est-ce qui se passe, mais le problème est à la source. Le stress chronique du mode de vie d'aujourd'hui, le stress de la concurrence, des défis à relever, du fait qu'on finit beaucoup plus jeune et qu'on doit se chercher beaucoup plus jeune. Tout ça est associé au grignotage, à l'obésité pour favoriser l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle, c'est une maladie quand il faut prendre l'attention pour savoir qu'on est hypertendu. Il faut prendre l'attention. Donc, c'est une maladie dont on ne se connaît pas souvent. On ne sait pas souvent qu'on est hypertendu et c'est une découverte fortuite qu'on fait. Et après, bon, les complications sont là. Donc, je vais m'en arrêter là pour les maladies cardiovasculaires. C'est les deux plus graves auxquelles un développeur peut être facilement exposé. Comme autre maladie, il y a le diabète. J'ai précisé de type 2 parce qu'il y a plusieurs types de diabète. Donc, c'est essentiellement au diabète de type 2 que le développeur est exposé. Quand on parle de diabète de type 2, c'est
c'est un diabète qui est surtout lié au mode de vie. Le type 1, c'est une maladie auto-immune, je ne vais pas en parler. Mais le type 2, c'est surtout le mode de vie sédentaire, l'obésité physique, mais aussi surtout abdominale, l'obésité abdominale. Donc, ceux qui ont de gros ventres là, attention à vous. Ceux qui déjà à moins de 30 ans ont leur gros bidon devant, attention à vous, vraiment, parce que le diabète, c'est une maladie de plus en plus fréquente. Ces maladies chroniques-là sont de plus en plus fréquentes aujourd'hui. On en voit partout et à tous les âges. Donc, attention. Le burn-out, comme autre problème et risque professionnel chez le développeur web qui est exposé à un mauvais mode de vie. Burn-out, c'est une fatigue intellectuelle. Une fatigue intellectuelle. On en entend souvent parler, mais il faut le vivre, il faut comprendre que quand on parle de burn-out, certains pensent que c'est quelqu'un qui est fatigué du travail, mais c'est au-delà de ça. Le burn-out, c'est tout un état complexe qu'il faut totalement prendre en charge un psychiatre pour faire revenir le sujet. L'anxiété, la dépression, comme l'un d'entre nous en parlait tout à l'heure, et les autres troubles psychosociaux, psychosociaux. Et enfin, l'addiction aux écrans. L'anxiété et la dépression, je ne sais pas si je dois insister dessus. C'est surtout le stress qui cause ça, qui va causer ça. Le stress et l'isolement. Le stress et l'isolement du sujet, surtout en télétravail. Et même en entreprise, quand il y a beaucoup de personnes, le stress ne manque pas. Donc, il faut avoir une bonne hygiène de vie, déjà. Un mode de vie sain, un environnement sain, un entourage sain qui vous permet de vous détendre, même en dehors même malgré les exigences du travail. Il faut pouvoir définir une limite entre le travail et la vie personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des heures de travail et personne ne peut vous obliger, je dis bien personne, à part vous-même, ne peut vous obliger à travailler en dehors des heures de travail qui sont définies. Parce qu'il y a un code du travail, il y a le droit du travailleur. Donc, il faut que chacun apprenne à prendre soin de sa santé, que chacun prenne la résolution de prendre soin de lui-même parce que personne ne le fait pour quelqu'un. Je ne sais pas si vous le savez, mais personne ne le fait pour quelqu'un. Donc, il faut savoir se donner des pauses régulières pour se décrocher un peu du travail. Sinon, à la longue, ça finit par avoir des répercussions qui ne sont pas forcément des maladies chroniques qu'on voit en cours aux urgences, mais c'est des problèmes qui sont quand même tout aussi graves, tout aussi graves. Anxiété, la dépression avec les crises de panique, l'apathie, des troubles psychosociaux. C'est pas agréable comme. Enfin, l'addiction aux écrans. Beaucoup d'addicts aux écrans vont se dire qu'ils ne sont pas addicts aux écrans. Le développeur web, il est addict aux écrans, qu'on le veuille ou non. Parce que toute sa journée, c'est les écrans. Toute sa journée, et quand il va revenir, il va essayer de consulter ses mails, de consulter ses messages, de discuter avec les gens. Tout est digitalisé maintenant, tout se fait en ligne maintenant. Donc, c'est l'écran tout le temps, quoi. C'est l'écran tout le temps. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est plus des mesures individuelles qu'il faut prendre pour prévenir ça. Des limites, comme je le dis, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut établir des limites à tout ce qu'on doit faire devant les écrans, des temps de pause, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si vous me suivez, j'ai l'impression de faire un monologue. Non, c'est pas un monologue. Il y a plein de commentaires en discussion. Ok, dommage que je ne puisse pas voir. Ok, super.
Vous avez des questions? Je pense que c'est fini avec le mode de vie. Si j'ai omis des détails ou si vous voulez en savoir plus sur quelque chose, n'hésitez pas. Ok, est-ce qu'il y a des là, ou bien est-ce qu'il y a des questions là actuellement? Parce que tout ce que tu as dit là, c'est vraiment sérieux et c'est les choses que nous vivons. Oui, Nobel. Oui, moi j'ai une question parce que bon, c'est un débat que je mène actuellement avec un collègue, un ami. Euh, le café, Oui. c'est un truc, en fait, pour mon expérience personnelle, au départ, j'en prenais juste un peu, un peu. Les parents ont déconseillé, mais Oui. vu que il faut être un peu performant, il faut veiller légèrement et tout. Pour moi, ça me faisait du bien, j'en prenais. J'ai essayé de quitter dedans légèrement. Mais après, j'ai eu à voir des articles de médecins qui disent que bon, le café en lui-même, ce n'est pas mauvais, mais c'est dans la dose qu'il faut voir. Finalement, on écoute qui? Le café, c'est mauvais ou c'est pas mauvais? Je comprends. J'ai parlé des boissons énergisantes, mais je n'ai pas insisté dessus, c'est vrai. Vous savez, on dit souvent que le sucre est mauvais. Et pourtant, si quelqu'un tombe maintenant, on va dire, mettez-lui du sucre dans la bouche pour voir, est-ce que c'est une hypoglycémie qu'il fait? Donc, en toute chose, c'est l'excès qui est nuisible. C'est l'excès qui est nuisible. Le café, c'est, bon, je ne vais pas dire un repas, mais c'est quelque chose qu'on peut prendre de temps en temps. Mais quand on en vient à en prendre tous les jours, tout le temps, c'est qu'il y a certaines personnes sans leur café matinal, là, ils sont bloqués. Tout est rouillé. Il faut le café là pour que ça se déroule quoi, le matin. Sans ça, rien. Donc, c'est ça le risque avec le café. C'est surtout la dépendance. Plus on en prend, plus on en a besoin. C'est comme la nicotine. Et à la fin, c'est beaucoup de risques pour la santé parce que l'organisme n'est pas censé fonctionner à 1000 à l'heure. L'organisme n'est pas censé fonctionner comme ça. On dit que l'organisme est très performant, mais sa performance réside surtout dans le repos. C'est le repos qui lui permet de se régénérer, de rester performant, comme on le dit. Donc, prendre le café régulièrement pour rester en éveil, pour rester dans un état de veille permanent, c'est très dangereux pour l'organisme et pour le système nerveux aussi. Donc, la réponse, c'est que c'est l'excès qui est nuisible. On peut en prendre de temps en temps, mais c'est l'excès qui peut nuire. C'est Mais essentiellement ça. on dit que on n'utilise pas 30% de nos capacités, un truc comme ça. Ces genres d'éléments, en fait, c'est pas un moyen de nous rendre plus performants. Parce que si on les utilise pas, en fait, on a l'impression qu'on reste bloqué à un stade, quoi. C'est un peu comme la drogue. Bon, je ne dis pas je ne dis pas de consommer la drogue, mais il y a des substances, quand tu les prends, en fait, tu te retrouves à un certain niveau. C'est comme si tu développes certaines Certaines capacités, c'est ça. exactement. Je vois. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, par exemple? Lorsqu'on prend certaines substances peuvent nous faire penser que nous avons des capacités au-delà de ce qu'on emploie et qu'on doit les employer, c'est vrai. Mais le problème, c'est que l'organisme, ce n'est pas une machine. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas comme, quel exemple je vais prendre? C'est pas comme une moto qu'on peut rouler. Même la moto, quand on la roule pendant un certain temps, elle se dégrade et il faut faire des réparations. L'organisme, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. C'est vrai que nous avons des capacités insoupçonnées, c'est vrai. Mais si Dieu n'a pas permis, je sais que je parle de Dieu là, mais si Dieu n'a pas permis qu'on puisse développer toutes ces capacités-là tout le temps, c'est pour une raison donnée. L'organisme est réglé selon un cycle et l'organisme, c'est quelque chose qui s'adapte très vite. C'est-à-dire qu'il a un cycle donné auquel il fonctionne, mais quand on l'habitue à un certain cycle, il va s'adapter à ce cycle. Mais s'adapter à ce cycle, c'est modifier certaines choses dans son fonctionnement normal. Je ne sais pas si tu me suis. C'est Oui, modifier certaines choses dans son fonctionnement normal. Et ces modifications-là
en s'accumulant au fur et à mesure, vont entraîner des dysfonctionnements sur le long terme. C'est même le même mécanisme pour le cancer. C'est-à-dire, l'organisme n'est pas habitué. Je vais t'expliquer un peu, par exemple, le cancer digestif. L'organisme n'est pas habitué à être exposé pendant longtemps à l'acide. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, je te suis. L'acidité gastrique, parfois il y a certaines personnes qui ont du reflux et l'acidité gastrique remonte souvent au niveau de l'œsophage et bon, ils ne font rien pour ça, ils s'adaptent, ils essaient de trouver les solutions, ils lisent sur Internet, ça va mieux, ça revient, ça part. Donc, l'organisme essaie de s'adapter à ça d'une certaine manière. Et comment il s'adapte à ça? Il modifie ses cellules. Là, si tu vois. Ouais. Et c'est les cellules modifiées là. La réaction immunitaire qu'on nous a enseigné au collège là, la réaction immunitaire spécifique, non spécifique là, c'est pas ça? Non, pas exactement. Okay. Pas exactement. On peut dire que c'est une partie de ça, mais c'est pas exactement ça. D'accord. Okay. Donc, en modifiant ces cellules modifiées là, ce sont elles qui vont proliférer maintenant pour donner un cancer. Là, si tu vois. Ouais, je vois. Donc, c'est vrai que l'organisme a des capacités insoupçonnées, mais pour atteindre ces capacités-là, il est obligé de faire des modifications qui ne sont pas forcément bonnes, qui peuvent sembler bonnes sur le court terme, voilà. Mais et à long terme, c'est quand même dangereux. C'est très dangereux. Ok, d'accord. Je sais pas si tu comprends. Oui, c'est bon, c'est compris. Ok. C'est bon, il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant. Ok. D'accord, donc on continue alors. Oui. Le troisième point pour les risques sanitaires, voilà, j'ai dit que ça rejoint un peu le premier point, mais j'ai mis ça à part pour mieux insister sur le premier point. Donc, c'est les risques liés à l'environnement de travail, c'est toujours un peu de l'ergonomie, mais ça ne concerne pas directement le travail, ça concerne beaucoup plus l'entreprise. Voilà, si tu vois. Donc, les expositions, là, ce sont les agents biologiques, les bactéries, les virus, les champignons, qui peuvent résulter d'un mauvais entretien des appareils de climatisation, par exemple. Les appareils de climatisation, il faut les entretenir et les nettoyer selon une certaine fréquence. Lorsque ce n'est pas bien fait, il y a un développement de bactéries, de virus, de champignons là qu'on ne voit pas évidemment, mais qui se répandent dans l'air, qui peuvent donner certains troubles de la santé qu'on va voir tout à l'heure. Non seulement ça, il y a aussi les espaces de travail partagés où tout le monde ne réagit pas forcément de la même manière. Ça peut avoir des répercussions sur un individu, ne pas avoir de répercussions sur l'autre. Donc, c'est un sujet assez subjectif, je peux dire ça comme ça. L'exposition aux substances chimiques qui résultent de la mauvaise manipulation des équipements informatiques lors de la réparation ou du recyclage, par exemple, et l'exposition aux produits de nettoyage. Ça, ce n'est pas spécifique aux développeurs web, c'est partout. Les produits de nettoyage contiennent des substances chimiques. C'est pourquoi il faut nettoyer au moins quelques minutes avant que les gens ne prennent place pour travailler dans l'environnement. Toujours dans l'environnement de travail, il y a la qualité de l'air à cause des composés organiques volatiles qui peuvent résulter notamment des produits de nettoyage, la mauvaise aération, lorsqu'il n'y a pas assez de fenêtres pour permettre l'entrée d'air dans le milieu de travail. Et enfin, le mauvais éclairage. Donc, toute cette exposition-là va favoriser les allergies. Les allergies, c'est surtout... Oui. Les allergies, c'est surtout lié au mauvais entretien de la climatisation ou de la ventilation. Parce qu'il y a des moisissures qui s'accumulent là
et qui vont favoriser. Ensuite, ce sont les allergènes. Il y a aussi des acariens qui se développent. Tout ça, c'est des allergènes qui peuvent favoriser les allergies à la langue. Les infections mycosiques, c'est-à-dire les infections dues aux champignons, les nuisances sonores, parce que les appareils mal entretenus font certains bruits qui, au début, on entend juste le bruit, mais après, ça commence à avoir des troubles sur l'appareil auditif. On peut avoir des surdités, des hyposurdités, c'est-à-dire que le sujet ne détecte pas, mais il y a une surdité qui s'installe progressivement à cause de ces nuisances sonores-là. Et enfin, la fatigue mentale. La fatigue mentale parce qu'il faut se concentrer pour travailler et s'il faut résister encore au bruit autour, surtout dans les espaces de travail partagés où certains sont en train de parler et d'autres veulent être concentrés sur le travail parce que dans un espace de travail, on ne fait pas tous le même travail. Donc, il y a certains qui ont du temps, d'autres qui n'ont pas forcément autant de liberté. Donc, voilà. C'est essentiellement ça pour les risques liés à l'environnement de travail, je pense. Oui. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, je pense que ça peut aller. Tu peux continuer. OK. Donc, on va aborder la prévention. Ici, on va essentiellement parler de prévention primaire. Mais attends, mais tout ce que tu dis là, c'est comme si on est condamné, hein, parce que c'est champignons, tout ça, mais... Non, c'est pourquoi il y a des moyens de prévention, non? Ok, d'accord. Non, vous n'êtes pas condamné, t'inquiète. Donc, on va continuer avec la prévention. Je disais tout à l'heure qu'on va beaucoup plus parler de prévention primaire parce que c'est éviter que la maladie ne survienne. C'est ça l'objectif de cet entretien. La prévention secondaire, c'est qu'on est déjà malade, qu'il faut aller à l'hôpital, faire des soins compte tenu de la maladie, de la nuisance qui est installée. Donc, voilà. La tertiaire, c'est qu'il y a déjà des complications. Donc, on ne va pas insister dessus, mais on va plus parler de la prévention primaire. Du coup, j'ai fait la prévention par rapport aux différents risques dont on a parlé tout à l'heure, les risques liés aux conditions ergonomiques, les chaises mal adaptées, les essais d'usage de la souris, l'exposition prolongée aux écrans. Pour ça, pour prévenir ça, j'ai parlé tout à l'heure des chaises ergonomiques. Ce sont des chaises qui sont conçues spécifiquement pour chaque individu dans le milieu de travail. Donc, les chaises là sont adaptées à la morphologie du sujet et aussi sont réalisées de telle sorte que ça oblige le sujet à adopter une bonne posture pendant qu'il travaille. Non seulement ça, il faut aussi ajuster la hauteur de l'écran de l'ordinateur ou de l'appareil qu'on utilise, ajuster la luminosité et le contraste pour éviter les nuisances oculaires que l'écran peut entraîner. Par rapport au syndrome du canal carpien dont j'ai parlé au niveau du poignet, il faut utiliser des repose-poignets. Lorsqu'on sait qu'on doit beaucoup manipuler le clavier, la souris, il faut utiliser des repose-poignets qui vont permettre d'adopter une position qui ne va pas favoriser une lésion du nerf médian. Il faut aussi faire des pauses régulières et au cours de ces pauses-là, faire des étirements, un peu d'exercice physique, pas grand-chose, juste une petite marche avant de revenir à son travail. Toujours pour l'écran, il y a les lunettes photochromiques qui existent, qu'on peut facilement confectionner pour chacun, qui vont protéger de la lumière bleue et éviter la fatigue oculaire et ses symptômes. Donc, c'est essentiellement ça. J'ai mis quelques images de repose-poignet que j'ai vu sur Internet. Donc, c'est deux modèles différents là qu'on peut utiliser qui vont protéger du syndrome du canal carpien. Donc, c'est essentiellement ça pour les conditions ergonomiques. Vous avez des questions? Vous me suivez? Oui, je crois que c'est bon. OK.
Donc, par rapport au mode, j'ai parlé tout à l'heure des pauses actives, des pauses pendant lesquelles il faut faire des étirements, des activités physiques. Il faut faire ces pauses-là toutes les heures, normalement, en principe. Il faut se lever toutes les heures pour bouger et revenir s'asseoir euh, euh, pour favoriser la circulation sanguine et éviter les troubles cardiovasculaires. Toutes les heures. Il y a une méthode que les travailleurs qui doivent se concentrer pendant longtemps utilisent souvent, c'est la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire 5 minutes d'activité, 5 minutes de pause et après 1 heure, c'est-à-dire après 4 cycles, ils font 1 heure de pause carrément, où ils sont debout, où ils bougent, des choses comme ça, où ils font autre chose que quelque chose qui est lié aux écrans. Non seulement ça, il y a aussi des outils qui sont adaptés, qui sont fabriqués pour travailler en étant debout. Mais ça, c'est quand même extrême. C'est pas encore ça l'objectif. Oui, il y a des bureaux comme ça. Il y a des bureaux, c'est-à-dire, c'est réglable, au fait, des bureaux réglables Oui, où tu oui, peux, réglable. c'est-à-dire, quand tu travailles assis à un moment donné, quand tu appuies sur un bouton, le bureau se soulève, en fait, tu peux rester debout. Enfin, le bureau se soulève et tu es debout et ça facilite aussi le travail, mais ça coûte cher. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et j'ai une question, les gens. Elle a parlé de Pomodoro, en fait. Qui a vraiment essayé ça à marcher, en fait? Pour être honnête. Je sais que Gloria, elle est même dans le chat. Je sais que Gloria l'a utilisé longtemps. Elle en a parlé, je pense, des trucs comme ça. Et c'est ça réellement, genre, ça a été efficace dans, genre, tu es dans le cours, tu travailles, tu tâches, tu arrives à respecter ça, quoi. Genre, quand ça vient, tu ne désactives pas ça ou bien tu ne mets pas ça en pause, un truc comme ça. Si ça fonctionne réellement. Oui, Gloria, tu peux prendre la parole. Oui. Bonsoir à tous. Ça fonctionne. J'ai même acheté la version payante de Focus Todo. Ça fonctionne. C'est vrai que pour mes 5 minutes, pour me forcer à m'arrêter, j'ai un livre généralement. Donc, j'ai un livre au bureau. Et pour m'arrêter, je fais peut-être 1 ou 2 pages de lecture rapidement et je reviens parce que la lecture me permet de me recentrer. Par contre, des fois, j'ai besoin d'un deep work. Donc, je peux aller jusqu'à 1 heure et puis je fais de pause. Bon, comme elle l'a dit, moi, j'ai vite mal aux yeux. Donc, il me faut faire la pause. Il faut se connaître aussi parfois. Mais bon, voilà un peu moi, mon expérience. Ça marche pour moi quand même. Ok, super. Merci, Gloria. Il y a Malik qui a dit un truc, Pomodoro, il faut de la consistance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu veux prendre la parole, Malik. Ok, je pense qu'il a dit, c'est très, très bien quand tu veux te concentrer. Oui, ok, Malik, on t'écoute, oui, si tu veux donner un peu... Oui, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Juste pour partager mon expérience avec Pomodoro, essentiellement, c'est bien quand vous voulez faire une tâche du genre, je pense que c'est ce que Gloria a mentionné avec le deep work, où vous avez une tâche pour vous concentrer dessus, vous chronométrez. Ça vous aide vraiment à rester concentré. Maintenant, si vous devez faire 10 000 choses au même moment, généralement, Pomodoro n'est pas forcément la bonne méthode, le bon outil. L'autre élément sur la consistance, c'est à force de s'efforcer à garder cette discipline que vous allez vous y habituer. Mais c'est pas en le faisant 1 fois par semaine que la magie s'installe, quoi. Merci. Merci. Je comprends que c'est peut-être moi qui ai une mauvaise hygiène ou bien je suis peut-être obsédé par genre. Ouais, quand je suis tellement dans le flou, en fait, je ne peux pas lâcher prise, quoi. Je ne veux pas lâcher prise, je vais tout le temps continuer jusqu'à finir, en fait. Je pense que ces outils, je vais peut-être les retester pour voir. Ça me permettra de prendre des pauses, de me régénérer, de me ressourcer et de comprendre. Puis, Gloria, tu veux... Oui, ce que je veux peut-être apporter, c'est que
déjà de base, pour une tâche, il faut subdiviser en sous-tâches. Donc, quand c'est subdivisé en sous-tâches, on peut chronométrer. Si j'ai une tâche de 4 heures que j'arrive à subdiviser et à documenter correctement, ça, c'est un exercice de base que je fais pour mes tâches. Là, je sais que pour les tâches-là, j'ai besoin de 4 heures. Mais ces sous-tâches, j'ai peut-être besoin de 10 minutes quelque part, ainsi de suite. Ça me permet de travailler, de faire des pauses, de revenir, j'ai la suite. Parce que quand on coupe, c'est peut-être le problème que tu as. Quand tu t'arrêtes et que tu veux revenir après, ça te prend encore du temps. Mais si tu as quand même écrit, tu as documenté, ça te permet de continuer, de te remettre dans le flow et de continuer normalement après ta courte pause. Ok, ok, merci. Je pense que c'est les éléments que je vais prendre en compte dès semaine prochaine. Ça va beaucoup m'aider. Merci beaucoup. Larissa, Oui, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour les astuces. Je pense que je vais essayer ça aussi. J'essayais déjà la méthode Pomodoro, mais répartir les tâches comme Gloria a dit, je vais essayer pour voir. Ça va peut-être mieux augmenter ma productivité. Donc, je vais continuer toujours avec les méthodes de prévention pour les risques liés au mode de vie. Il faut faire une activité physique régulière, même en dehors des pauses de travail. C'est-à-dire qu'il y a une heure dans la journée, après le travail ou avant le début du travail, où on fait une activité physique régulière. Et ce qui est recommandé, c'est 30 minutes au moins par jour. 30 minutes au moins par jour, chaque jour, pendant la semaine. Donc voilà, essentiellement. Il faut aussi prévoir les matins des repas équilibrés pour la journée et de l'eau pour rester hydraté. Tout ça va contribuer à rester en éveil, à rester éveillé. Prendre un bon petit déjeuner avant de commencer la journée, ça change tout. Ça change tout. Garder de l'eau à côté pour les moments de faille, boire un peu d'eau, ça permet de se retrouver facilement. J'en ai fait l'expérience moi-même. Je pense que ça va beaucoup vous aider. Maintenant, il y a aussi certains qui ne supportent pas le repas le matin parce que parfois ça fait dormir, ça fait somnoler, ça ne permet pas d'être concentré. Mais il faut aussi connaître son organisme et savoir quoi prendre le matin pour que ça n'ait pas des répercussions sur la productivité. Aussi, il faut remplacer les boissons énergisantes par de l'eau. Quand on veut éviter quelque chose, c'est qu'on n'en prend pas. On n'en prend pas à côté de soi pour être tenté. Donc, en voulant travailler, il faut garder de l'eau à côté plutôt que le café qu'on peut faire rapidement ou les boissons en canette. Là, au lieu de ça, on met de l'eau à côté plutôt. Comme ça, on n'est pas tenté et l'eau est tout aussi efficace. Il faut aussi développer les outils de gestion du temps. J'ai parlé de la méthode Pomodoro tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez d'autres outils que vous avez expérimentés pour gérer le temps afin de ne pas tomber dans des délais trop serrés et d'être trop stressé. C'est surtout ça. C'est surtout l'intérêt de bien gérer son temps. Donc, si vous en avez, vous allez partager avec nous tous pour qu'on puisse en apprendre au cours de cette séance. Du coup, est-ce que vous avez des outils à nous partager pour la gestion du temps? Je pense que vous avez parlé de Focus To Do, que je connaissais déjà. S'il y a des outils que vous connaissez, là, vous pouvez le mettre en commentaire et puis voilà. Ou bien vous pouvez le partager directement, vous levez la main. Voilà. Bon, je pense qu'on va l'écrire dans le chat. Larissa, tu peux continuer après, tu vas désactiver, tu vas lire. Ok. Sinon, il y a aussi une méthode qu'on nous avait enseignée entre-temps, c'est le fait de répartir les tâches en tâches urgentes et en tâches importantes. Il y a des tâches urgentes qui sont importantes, des tâches urgentes qui sont non importantes, des tâches non urgentes qui sont importantes et des tâches non urgentes qui sont importantes, qui sont non importantes. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est 4 cadrans en fait. Il faut de gros cailloux en fait. Voilà. Du gros cailloux, on met les grosses tâches d'abord,
Voilà, exactement. Les trucs les Plus petites ensuite. Et quand on a fini avec les grosses tâches, c'est beaucoup plus facile de faire les plus petites. Donc, voilà. Aussi, il y a les méthodes de relaxation. Il y en a beaucoup, hein, que beaucoup de théories sont développées aujourd'hui autour de ça. Moi, je pense que la meilleure méthode de relaxation, c'est de s'éloigner des écrans à un moment donné de dormir. Je pense que c'est la meilleure. Maintenant, après, si vous avez des méthodes à proposer, il faut proposer. Tout le monde n'est pas forcément consensuel dessus. C'est ça le problème, en fait. Les gens parlent du yoga, de la méditation et de tout, de la psychothérapie, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous avez un commentaire particulier par rapport à ça. Oui, Gloria, oui. Moi, je proposerais la méditation. Il y a une application, Petit Bambou, je crois, oui, qui permet de faire la méditation, mais vous déconnectez de tout, vous fermez les yeux. Ça, c'est... On ferme les yeux, puis c'est 10 minutes. On se libère rapidement et puis on peut se remettre encore dans le flot. Ça aide quand même. Pour les bruits de fond, il y a les bruits de fond d'eau, de la nature. En fonction de ce que vous aimez, faites les essais et puis vous adaptez. Par exemple, avec les bruits de fond sur YouTube, je peux rester concentré durant 2 heures de temps, même si je suis en open space. Mais le volume reste un peu élevé. Je pense que vous allez venir à ce niveau-là aussi pour les oreilles. Le volume reste élevé pour que je m'évite d'écouter les autres volumes. Okay. D'accord. Merci beaucoup. C'est Petit Bambou, quand je l'ai écrit dans le groupe. Je ne sais pas si c'est l'autographe, mais bon. Voilà. Ok, d'accord. Il y a un résumé. Il y a un problème que je voudrais aborder tout à l'heure. Ça n'a pas souligné durant tout le développement. Bon, c'est quelque chose que je traverse en ce moment. Au fait, c'est quoi? Je ne sais pas trop dans quelle catégorie on ce problème-là. Je veux plutôt dire que c'est dans les catégories troubles psychologiques, si je peux dire ça comme ça. En vrai, nous faisons un métier où on peut parler du métier des enfants. Nous faisons un métier qui demande beaucoup de réflexion, de logique. La plupart du temps, ce que nous faisons, c'est que nous analysons des problèmes, cherchons des solutions optimales à ces problèmes-là. Au fait, généralement, cette façon de procéder nous utilisons qui est très bien, lorsqu'on essaie de résoudre, lorsqu'on essaie de travailler sur des problèmes, cette façon qu'on a là de chercher des solutions à des problèmes agit d'une certaine manière dans notre façon de voir le monde en général, ce qui fait que dans nos interactions sociales, quand je raisonne toujours de la même manière, c'est-à-dire que dans nos interactions sociales, nous allons chercher quand quelqu'un nous pose un problème, nous allons chercher à lui enfin, à des solutions à ces problèmes. J'ai l'impression que j'ai besoin d'une écoute pour qu'on soit là émotionnellement. Ça fait que nous tourner le gros parfois. Enfin, ça fait dans nos interactions sociales, c'est pas si émotionnel. On parle aujourd'hui de l'émotion, c'est comme si on perdait de notre intelligence sur le gène et on développait le côté logique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça fait que nous soyons en lieu d'être en pratique, on a besoin dans nos interactions sociales. Ça agit même sur nos relations affectives. Je ne sais pas si vous voyez. Ça peut faire qu'on est cloisonné sur son on ne va pas faire d'autres trucs. Donc, c'est ce problème-là que je voudrais souligner. En tout cas, c'est quelque chose que moi, je travaille beaucoup maintenant. C'est quelque chose que
là, c'est toi le choix. Soit tu reprends maintenant, soit tu reprends à la fin. Ok. Bon, je pense que voilà. C'est ce que je parlais, le fait de ne pas pouvoir avoir une limite entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Parce que résoudre les problèmes de la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est tout un autre monde. Donc, mais bon, c'est avec son caractère, si on peut dire ça comme ça. Chaque sujet avec son caractère. Ce qui est sûr, si dans ton caractère, tu as déjà l'habitude de vouloir résoudre des problèmes avant même de choisir le métier développeur, c'est que c'est ton caractère, la personne qui veut être avec toi, apprendre à accepter ça, à aimer ça. Ce n'est pas forcément un défaut de vouloir trouver des problèmes ou solutions des gens. Ce n'est pas forcément un défaut. Il faut pas que ça, mais c'est une question de choix. Genre, c'est la personne qui choisit quelqu'un avec ce qu'on appelle défaut, ce qu'on appelle qualité aussi, parce que tout ça est relatif. Ce que moi je proposerais, c'est surtout la communication. La communication avec les besoins des autres, pour pouvoir s'adapter. Faire des efforts pour s'adapter aux besoins des autres, ça fait partie aussi de la interhumaine. Pour pouvoir faire des concessions de temps en temps. Vous avez parlé de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence logique, intelligente. L'intelligence, en fait, tout est équilibré dans la vie. Tout est équilibré dans la vie. Quelqu'un qui a une capacité d'analyse peut manquer, par exemple, de tact dans les relations sociales. Quand on parle de deux, on voit ce équilibre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si quelqu'un a un type d'intelligence développée, il ne sera pas trop difficile d'apprendre à gérer en d'autres aspects. Donc, c'est surtout discuter avec avec qui on interagit pour connaître le besoin et pouvoir en tenir compte prochainement. Rien ne se fait du jour au lendemain, tout est à construire. Donc, tout se construit sur la communication, les efforts que chacun fait, la chance que chacun fait et les concessions qu'on fait ensemble. Donc, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si les autres ont des choses à apporter par rapport à ça. Effectivement, je te rejoins sur cette partie. Et bon, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que je dis, mais là, on fait qu'on est en fait. Je suis du genre, en fait, c'est vrai que c'est logique. Et je cherche tout le temps à dire que, il a pu fonctionner comme ça, mais c'est ça qui est logique. Voilà, je ne sais pas si tu vois, c'est cette logique, en fait. Donc, il y a tendance à imposer, en fait, avoir des idées magiques, en fait. Quand les gens vont dans la logique, bon, là, on est partenaire ou bien sur un peu frustré. Mais ce que j'ai compris, c'est pour la question, c'est le rôle de ce genre. En fait, tu vas prendre conscience du fait que le temps est là et tu vas aussi avoir le désir pour interagir et de pouvoir agir avec les autres. Tu vas pas te dire, tu vas pas de volonté de faire des efforts, c'est sûr que ça va marquer l'autre bonne tu es dans un monde social, tu as des réactions, tu vas pouvoir interagir avec les gens, tu vas aussi vouloir en fait, tu dois aussi faire des efforts pour aussi pouvoir t'adapter aux autres. C'est un peu comme genre, quand tu fais avec tes enfants. Donc tu t'adaptes pour que les enfants puissent genre, ne pas se sentir que voilà, toi tu es un grand, toi tu es un
en fait, c'est comme si tu dois aussi faire des efforts pour tu dois vouloir changer les choses. Et c'est comme ça quand tu veux bien, seulement en faisant des décisions, en fait, changer, à garder l'adaptation, à faire, en fait, à devenir des trucs intelligents, mais ils ont cette gentillesse, cette empathie, mais peut-être que c'est un peu tout de suite, mais parce que je voulais dire, pour y aller, Comme tu as dit déjà une partie de ce que je voulais dire, mais je voulais rajouter aussi une chose. Les autres ne font pas à rythme forcément. Vous allez remarquer en tant que développeur dans un environnement, quand vous venez, vous avez une analyse peut-être rapide, mais les autres n'ont pas la même analyse que vous. Ils n'ont pas le même niveau d'analyse, même sélectivité. Et donc, vous devez accepter que l'enfant doit aller à son niveau tout doucement. Si vous voulez faire passer la personne à une vitesse, vous voulez rendre qu'après, la personne peut-être du mal et vous remerciez pas, ou peut-être la personne va réussir et vous remerciera. Mais on est à 57. Donc, chacun sa personne a sa nature. Et il faut arriver quand on se connaît, on sait qu'on est très sérieux, à accepter que les autres n'iront pas à notre messe, à accepter que les autres ne font résoudre les choses de la même manière que nous, et je vais les écouter comme la vie. Ça n'est si difficile de me dire récemment à quelqu'un. Parfois, quand nous écoute, pose plutôt les questions, ne répondez pas à la question, posez-leur des questions sur le problème. Ils arrivent même tout doucement à trouver les réponses, parce que c'est ce que font les efforts, etc. C'est des conditions. Posez les questions jusqu'à ce qu'ils trouvent la réponse eux et vous remerciez. Donc, faites les SMS de leur donner des réponses. C'est parfois comme ça. C'est une intelligence qui c'est important. On n'a pas toujours de parler dans notre parole. Merci à vous. Merci, Gloria. Merci à Onésime aussi pour la question. Merci pour la parole également. Je sais que tu es satisfait. un truc. Oui, bon, je vais un peu ce qui est dit, parce que je me suis retrouvé dedans, je dirais, il y a quelques années. Mais ce que je vais dire à mes îles, trop, qui sortent de ça, je ne comprends pas. Pourquoi je dis que je me suis retrouvé dans son tout cas, il dit que sur la chez lui et tout. Il m'arrivait des fois à rentrer du bureau le vendredi soir et je reste dans la chambre du vendredi soir au lundi matin pour le encore. Je ne suis pas sorti de la chambre, je n'ai pas vu le lumière sur les choses de la chambre du vendredi soir au lundi matin. Et il y a des soirs comme ça. Ce qui fait que quand tu rentres à la maison, c'est que des carrés, mais tu restes comme ça. Mais il faut sortir. Tu sors de la type, tu identifies ce que tu as fait, ce que tu as envie de faire. Et aller pour rencontrer les gens. Moi, j'habite à l'issue de la tête, je vais dire, un peu tardivement. C'est même ce qui fait que je participe à mon métier, je suis dans mon coin. Je reste dans mon coin, je reste là. Mais on m'a obligé sur plusieurs fois d'aller vers les gens. Même si je dis n'a pas tellement du sens. Au moins, si quelqu'un peut que tu as fait cela, tu crées une discussion, tu crées un contact, doucement, tu apprends à améliorer ton caractère social. Parce que en restant seul, tu ne peux pas t'améliorer avec les gens et un aspect d'erreur. Tu sauras comment composer ces erreurs-là, comment mieux t'adapter. Tu dois aller vers les autres. C'est très difficile pour nous développer parce qu'on dit, bon,
poser, il y a des choses qui ne sont pas peut-être forcément imaginer. La parole, poser des questions, même si elles sont belles, ça va arriver un moment, avec quelqu'un pourrait à ce développe dans son droit. Bon, Ok, merci. Je passe à continuer et on va poser des questions. On était tu as et à la fin, Comme je l'ai dans la prévention des risques liés au mode de vie, on a les méthodes de relaxation, on l'a fait avec. Comme moyen de prévention, il y a aussi la communication régulière entre les collaborateurs pour particulièrement les tâches faites par un individu qui est débordé les autres qui ne le sont pas forcément. Il faut limiter le temps de travail, d'écran en dehors du travail, c'est-à-dire que vous finissez la journée, que vous avez peut-être passé totalement devant l'écran. Une fois en dehors du travail, il faut essayer de limiter le temps d'écran, de plutôt faire vos interactions qui restent des activités qui ne nécessitent pas forcément de l'utilisation de l'écran. Il faut surtout avoir une bonne hygiène du sommeil. Une bonne hygiène du sommeil, c'est que chacun connaît son organisme. Il faut faire un nombre d'heures de sommeil par nuit pour être efficace. On dit que par 8 heures de sommeil, chaque organisme s'adapte. Il faut pouvoir savoir quel est un nombre d'heures de sommeil. Il y a des cours dans les sources chez nous. Mais la moyenne, c'est 8 heures. Moyenne. Donc, il faut avoir un bon sommeil. Et il faut aussi au moins une heure en dehors. Parce que si on s'expose aux écrans, les écrans vont mettre la lumière bleue qui va empêcher la sécrétion de l'hormone du sommeil. Du coup, quand vous exposez aux écrans, vous avez tendance à avoir une insomnie qui va vous amener encore à prendre les écrans et à avoir une insomnie. Ça fait un cercle vicieux. C'est que finalement, vous ne dormez pas trop, vous n'avez pas une bonne nuit du sommeil. Et ça a des répercussions sur les jours suivants, sur le mental aussi. Donc, on va finir avec des risques liés à l'allongement du travail. Quand les prévenir, il faut assurer une bonne maintenance des appareils qui peuvent être surtout la maintenance parce que c'est un appareil qui nous donne ça apprécie la forme facilement, mais il peut être de plusieurs charmes, de plusieurs nuances. Il faut garantir un environnement de travail bien éclairé, chaque objet rangé, il faut faire la concentration des gens, éviter les couleurs, les allergies, les problèmes de réservation, les nuisances sonores et tout ça. Il faut utiliser aussi des lecteurs ou des cartes pour étudier et louer tout afin de mieux se concentrer et éviter une difficulté à la non-possibilité. Il faut aussi il faut aussi aménager des salles isolées pour améliorer la concentration. Mais plus on est concentré, pardon, plus vite on finit le travail. Quand on n'est pas concentré, on a tendance à s'éparpiller et ça manque de temps. Il faut résoudre ces problèmes. Donc, c'est pour rester concentré quand on est dans son milieu de travail. Donc, toutes ces astuces, c'est juste pour un environnement favoriser la concentration au travail. Je ne sais pas les conventions secondaires, on ne va pas faire si c'est la prise en charge dans les travail. Une question. Oui.
carré bleu de la lumière qui est émise par l'écran. Je voulais savoir si ça, ça a des impacts positifs ou si c'est juste un gadget. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'utiliser ça? C'est vrai, ça permet de filtrer un peu la lumière bleue. Mais en fait, le sommeil, c'est pas seulement la lumière bleue. Ça filtre ça, les gadgets, les additions qu'on utilise souvent, c'est pas important. Ça peut être 90%, il y a quand même des degrés qui passent encore. Et au-delà de ça, c'est et au-delà de ça, de la lumière quand même. La lumière, sommeil, ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on ne faut pas que la lumière soit trop forte. Souvent, il y a des appareils où la lumière est comme ça, où la lumière est quand même tellement forte que ça fait quand même mal aux yeux. Donc, ce n'est pas seulement la lumière, mais de dormir, il faut quand même c'est des écrans. Ne pas se mettre la lumière parce que rester devant des écrans, c'est quelque chose qui peut facilement maintenir un truc pratique. Donc, quand on est devant l'écran, c'est difficile de s'en décrocher. Il faut prendre la décision de décrocher pendant un certain temps avant de dormir. C'est de dormir et de dormir. Et aussi, les thèmes sont ou bien, je veux dire, est-ce que les thèmes sont des téléphones, des aides universelles, la même chose. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Les thèmes sont dans une certaine mesure que l'œil va s'adapter pour pouvoir voir. L'œil va pour pouvoir voir. Donc, c'est ça qui met à la luminosité. Il faut un certain degré de luminosité pour permettre à l'œil de voir. Et plus l'œil se fait des efforts pour voir, plus il se détériore le temps. Je ne sais pas si vous J'ai maintenir mon degré de luminosité. Et c'est il faut donner des limites. Il faut voir à tel moment, je vais voir un écran et je vais faire autre chose. Je dois laisser une heure de m'endormir. Donc, c'est ça. Je sais pas si d'accord. ok. Mais attends, j'ai une question. En fait, sous ce point de vue, moi, comment on appelle ça? Les incassables. Un truc que j'ai sur l'écran, Oui. il fait le bleu. Genre, C'est l'une des mais c'est que un truc qui en fait, je l'ai dit, ça ne va pas finir à 100%. C'est ça, mais il y aura quand même un degré qui passe à la fois d'exposer ce degré à la première fois. Je ne sais pas si Comment est-ce qu'on dit ça? par exemple, c'est comme la demande de suivre les rayons UV, tout ça. Mais ça ne suffit pas à tout, ça ne suffit pas à tout, on croit une partie, les centres, c'est la Terre. Ça peut prendre le système. Ça ne
il y a quand même un peu de pas 100%. Ok, donc tu veux continuer. Je pense que D'accord. Mais j'ai fini l'action secondaire, comme je disais, c'est juste c'est le traitement des maladies. Donc, les maladies sont déjà installées, il faut prendre en charge. Il y a un code du travail, il y a des médecins du travail qui s'occupent de la gestion de tout ça. La prévention, c'est pour l'application des handicaps, les séquelles, des maladies professionnelles. Voilà. Il y a également des choses qui sont déjà pour dans le cours du travail, que les médecins du travail maîtrisent très bien. J'ai un petit tableau récapitulatif de tout ce qu'on a dit, les expositions, les maladies professionnelles, la vie professionnelle et la prévention primaire. C'est juste un peu de dessin, mais ça permet quand même de voir un peu tout ce qu'on a dit. Donc, je vais conclure cette session expressionnelle chez les développeurs. Vous l'avez vu, ils sont nombreux, ils sont très nombreux. Peut-être qu'on n'a pas abordé là, mais c'est surtout lié à la saisonnalité et aux mauvaises conditions de travail. C'est les deux principaux facteurs de risque chez les développeurs. La conscience possible et facile, mais c'est surtout lié à la volonté. Il faut beaucoup de volonté dans cette prévention-là. C'est pas quelque chose qu'on va forcément prendre le plaisir, mais il faut aussi décider de mettre en place des préventions pour la survie de la vie professionnelle. Et cette prévention repose essentiellement sur meilleure organisation et de vie du travailleur. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Vous avez beaucoup partagé avec moi également. Merci pour l'attention. Et ouverte à la suite. ok, merci. Je vous invite à acheter des cœurs, tout ce et voilà. Que l'on est dans voilà. Donc, souvent, on n'a pas conscience de santé. Que on a trouvé des après des chaînes de on sait quand même qu'il y a ces gens qui sont là. On sait quand même que de savoir et développer des trucs. Donc voilà, merci. Et 30 minutes de questions. Des trucs avec moi, 5 à 10 minutes pour recevoir et puis voir. Parce qu'il y a des jours. Moi, je prends l'exemple de ulcères. C'est une
dans le mythe, dans la version, je disais au fait hier. Ça a eu une vendeuse qui me disait le matin, la bouillie sur avant l'heure. Et j'ai essayé ça. Il faut faire des essais sur l'alimentation. Est-ce que vous demandez des médicaments? Je ne prends pas de vitamine ou de boisson énergétique, mais je prends de l'eau. Je prends beaucoup de je peux respirer avec de l'eau. Ça fait donc essayez faites des essais naturels et vous allez pour les vous arrange. Merci beaucoup. Et puis, pourquoi peut-être m'amener? Est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième édition? D'accord. Si jamais. En termes d'alimentation, que pense du moringa? Moi, j'ai consommé mon sang et moi, j'étais bien. Le moringa, c'est un très bon complément alimentaire. C'est un très bon complément alimentaire. Ça peut fournir pour les maladies, ça aide l'organisme. Les carences dont on ne se rend pas forcément compte, ça peut donner beaucoup de choses. C'est conseillé, c'est vraiment conseillé. Donc, quand on prend des choses comme ça, il faut faire comme il faut boire beaucoup d'eau, suffisamment d'eau. Parce que les plantes, on les a prédit. Donc, il y a peut-être des substances, donc l'organisme a peut-être du mal à éliminer. Quand on prend beaucoup d'eau, on l'organisme, on facilite la chaleur. C'est bien, il faut boire beaucoup d'eau. Miel, c'est très bien. Ok, c'est de la poudre. On va améliorer le système diabétique, la glycémie, la tension artérielle, moi, j'avais ça là-bas parce que comme je disais, comme ça, comme j'avais on me dit que ça a été et toi, je vois apprécier les femmes, Seulement prendre les mesures hygiéniques. Soit prendre la prochaine. Parce que je suis venue vers le mais le sport aussi, c'est important, vraiment le sport et tout. Parce que le sport nous permet de gérer le stress, le stress. Le matin, le sport, ça va permettre de gérer le stress de la journée. Donc, il y a des médecins. On aura plus de
continue. Pour le sport, je ne suis pas sportive. Il y a des applications qui donnent des directives. Il faut faire vraiment une certaine durée. Souvent, c'est 20 à 30 minutes le matin. Je me suis l'alarme et je me réveille pour faire ça pour commencer tout aux années. C'est la première chose que je fais. À part ça, je pense pas seulement bouger toute la c'est pas forcément ça. Juste une seule marche. Quand tu vois que ton lieu de travail n'est pas trop loin, que tu marches tout le soir, c'est déjà du sport. La danse, c'est déjà du sport. Au lieu tu as par exemple la natation, des choses comme ça, du sport, tu te fais plaisir aussi. C'est juste trouver le moyen de faire des choses compliquées simplement pour ne pas aller compliquer aux autres. Donc, Si, on va prendre des questions, il y en a, on va se dire, on va prendre la partie 2, c'est parti. Une question, à chaque année, on doit remettre oui, malheureusement, c'est vraiment des choses qui sont vraiment négligées ici, en tout cas en Afrique. Donc, comme je le disais, c'est vraiment des sujets, franchement, tout au long de l'année. Une fois, on chaque année, et tout ça, peut-être pas forcément ça, mais des choses pour nous aider à nous améliorer. Donc, s'il y a des questions, bien à partager avec nous, bien des expériences, voilà, je comprends. Il y a pas peut-être que j'ai envie d'ajouter, bon, c'est pas que beaucoup de ça, j'ai pratiquement une assistance à l'alimentation. Je pense que la personne est en avait parlé et tu m'as aussi comme ça. Je pense que après, moi, je fais ça, et puis j'ai une fête, et puis j'ai des mots de quand et en fait, je me dis encore en fait le rôle pour donner, mais je l'ai pas de parce que j'ai oublié pas l'argent à la ressource et tout ça. Après, c'est très important. Pour le corps, et pour les ignorants, en fait, c'est pas bon. Le loup, c'est que ça ne peut plus voir ça comme ça de façon pratique. Vous imaginez quelqu'un qui viole dans sa machine, un truc comme ça, il dans la vous imaginez, là, au moins, même quand on a des travail assez soutenu, quand on sait quand même d'avoir des amis, c'est compliqué même pour moi de leur dire, mais je vais les efforts. Vous imaginez, avec quand même une semaine, quand j'allais essayer de décompresser, c'est important de sortir de se libérer tout ça. Et que on a essayé, on ne fait pas, on ne sera pas tout le temps à la maison seul, la déprime, il n'y a pas de hobby, c'est tout le temps où je vais, là, à ce cas, elle m'a quitté, elle ne comprend pas, je fais tout de l'argent, tout ça est bien. Donc, c'est vraiment de encore plus important de faire des questions. Et c'est important de tirer l'aspect sur ce fait. Nous sommes des humains, nous sommes appelés à interagir avec les gens. Et le métier, au fait, nous oblige à interagir avec les autres pour mieux comprendre leur projet. Et c'est vrai que ces gens, le projet vient, nous, on a déjà le truc, mais il est aussi important pour nous, pour notre culture, de